Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une autrice que j'aime énormément. C'est une autrice que j'ai découverte cette année et franchement ça a été une révélation. J'ai vraiment adoré tout ce qu'elle a écrit, enfin tout ce qui est paru en tout cas et que j'ai pu lire. Je suis totalement tombée sous le charme et donc voilà, je suis super contente de vous en parler aujourd'hui. Et donc on va parler de Becky Chambers, mais avant je vais vérifier que les fenêtres sont fermées parce qu'il y a un petit bruit en arrière-fond. Alors Becky Chambers c'est une autrice californienne qui est assez jeune, je crois qu'elle a une trentaine d'années, qui est du coup une autrice de science-fiction et en fait ses romans sont parus, enfin sont édités chez La Talente. Donc voilà, je pense que vous les avez déjà vus, ils ressemblent à ça. Ça c'est les deux derniers tomes de la trilogie en fait. Malheureusement j'ai pas le premier tome en ma possession parce que en fait le premier tome je l'avais emprunté à la bibliothèque et vraiment j'avais été plutôt très bien inspirée ce jour-là de prendre le tome 1 parce que ça a été un énorme coup de cœur. Et donc voilà, c'est ces livres-là et comme vous pouvez le voir ils sont vraiment super beaux. Enfin La Talente fait toujours de très très beaux livres mais vraiment là je les trouve particulièrement très très beaux. Et du coup la maison d'édition La Talente a aussi publié il y a pas très longtemps cet été la novella Apprendre si par bonheur, donc toujours de Becky Chambers. Et là encore la couverture est absolument magnifique, donc celui-ci il est plus court par contre. Aujourd'hui dans la vidéo je vais surtout vous parler de la trilogie Les Voyageurs parce que je pense que c'est ce qui reflète le mieux son œuvre. Et de toute façon tout ce qu'on peut dire sur la trilogie Les Voyageurs on peut aussi le dire sur Apprendre si par bonheur. Même si celui-ci en fait il parle plus de science que cela puisqu'en fait dans celui-ci on va suivre 4 ou 5 astronautes, je sais plus, qui en fait partent en exploration dans l'espace. Leur mission c'est d'aller explorer des planètes potentiellement habitables par l'homme et en fait d'aller faire un relevé scientifique des espèces vivantes qui existent ou non sur ces planètes. Et voilà, on va les suivre dans ce périple dans l'espace et il va leur arriver des petites choses. C'est pas un livre très angoissant mais c'est un livre qui est un peu plus sombre je trouve que cela, mais qui était vraiment formidable aussi. Alors la trilogie Les Voyageurs est donc constituée de 3 tomes et en fait c'est 3 tomes qui fonctionnent un peu plus en triptyque qu'en trilogie puisqu'en fin de compte on va avoir 3 histoires indépendantes mais on va retrouver des personnages d'un tome à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque fois dans le tome on va faire référence à des personnages qui existent dans les tomes précédents. C'est-à-dire qu'en fait les personnages principaux de chaque tome connaissent les personnages, enfin connaissent de loin les personnages principaux des autres tomes, donc voilà on a des liens comme ça qui se forment entre les tomes. Alors dans le tome 1 qui s'appelle L'espace d'un an on va surtout suivre une jeune femme qui s'appelle Rosemary qui va intégrer l'équipage d'un vaisseau qui s'appelle lui le Voyageur. Ce vaisseau c'est un vaisseau tunnelier, c'est-à-dire en gros qu'il est chargé de construire d'immenses autoroutes spatiales dans l'espace. En fait il perce l'hyperespace grâce à une technologie spéciale et ça permet en fait de créer une immense autoroute en fait et de rallier plus rapidement 2 zones très éloignées de l'univers. L'équipage du Voyageur en fait c'est un équipage multi-espèces, donc en fait ils sont 6 ou 7 dans le vaisseau, je sais plus, moins d'une dizaine en tout cas, et en fait il y a quelques humains mais il y a aussi différentes espèces aliens, donc il y a tout un tas de personnes qui viennent de tout un tas d'endroits différents de la galaxie. Et en fait dans le roman on va surtout apprendre à connaître ces personnages, on va suivre le quotidien de ces personnages, on va les découvrir, on va découvrir leurs interactions, leurs relations les uns avec les autres. Et en fait en apprenant à découvrir les personnages par le regard tout nouveau et naïf de Rosemary, on va en fait en apprendre plus sur l'espèce des personnages, sur leurs coutumes, sur leur culture, sur leurs spécificités. Et en fait ce faisant on va du coup en apprendre plus sur l'univers, en fait sur l'Union Galactique et sur l'histoire de cet univers. Et en fait leur vaisseau va être envoyé en mission à la frontière de l'Union Galactique pour former une autoroute dans un endroit un petit peu dangereux. Du coup ça va être l'occasion de plusieurs péripéties et ça va surtout être l'occasion de rencontrer d'autres espèces et de voyager dans des endroits différents pour là encore nous faire découvrir d'autres coutumes, d'autres cultures et nous faire découvrir voilà cet immense univers. Donc voilà pour le tome 1. Et en fait dans le tome 2 qui s'appelle donc Libration on va suivre d'autres personnages, même si en fait alors c'est un petit peu difficile de vous parler de ce tome 2 puisqu'il fait explicitement référence à des événements qui se passent dans le tome 1, donc comme je veux pas trop vous spoiler je vais essayer de manœuvrer comme ça. Dans le tome 2 en fait on a 2 temporalités, donc on a une temporalité qui se situe dans le passé où on va suivre une petite fille en fait qui est qui vit avec ses sœurs dans un immense hangar. Elles sont toutes clones en fait, donc ses sœurs sont également des clones. Ce sont des esclaves en fait, elles vivent dans cet hangar, elles sont éduquées, enfin elles sont surveillées par des robots et en fait leur journée c'est de se lever tous les matins et de travailler dans ce hangar pour récupérer des pièces mécaniques et faire fabriquer des choses en fait, faire de la mécanique. Et en fait on va suivre une de ces petites filles qui un jour se retrouve dans une position un petit peu délicate et qui se retrouve obligée de fuir. Elle quitte le hangar et en fait elle découvre la lumière du jour pour la première fois et elle découvre aussi qu'en fait en dehors de l'usine il y a un monde et en fait elle découvre que l'usine dans laquelle elle a grandi, qu'elle a toujours connue est située au milieu d'une immense déchetterie sur une planète très très loin de toute planète habitée de l'Union Galactique. Et en fait pour échapper à ses poursuivants elle va s'enfoncer dans cette espèce d'immense décharge où il n'y a que des vaisseaux spatiaux écrasés, que des objets technologiques en mauvais état. Elle va s'enfuir là-dedans et elle va en fait se réfugier à l'intérieur d'un vaisseau qui est encore à peu près en bon état. Et là elle va rencontrer l'intelligence artificielle de ce vaisseau qui est encore en fonction
fonctionnement et qui va du coup la protéger, qui va voilà, l'aider à survivre à l'intérieur de ce vaisseau et qui va également lui apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur l'Union Galactique, sur l'Union Galactique, pas que sur l'Union Galactique en fait, mais sur le reste de l'univers, parce que du coup c'est une petite fille qui a grandi en croyant que le monde c'était son usine et que les robots c'était des parents normaux et voilà, bref, cette intelligence artificielle et cette petite fille vont donc essayer de survivre et de quitter cette planète pour reprendre une vie normale. Et la deuxième temporalité, on est dans le présent et du coup on va suivre une intelligence artificielle qui elle vient juste d'être transférée d'un corps à un autre et qui du coup va devoir tout réapprendre et va essayer de s'intégrer dans une nouvelle communauté pour elle aussi démarrer une nouvelle vie. Et donc voilà, donc c'est un livre qui questionne énormément les intelligences artificielles. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence, mais aussi qu'est-ce que c'est que l'humanité? Qu'est-ce qui fait notre humanité en fait? Est-ce que ce sont nos souvenirs, nos choix, nos décisions? Ou alors est-ce que c'est lié à la manière dont on est déterminé socialement et biologiquement? Bref, on va se poser beaucoup de questions sur ce que c'est que l'humanité. Pour le tome 3 qui s'appelle donc Les Archives de l'Exode, on va suivre plusieurs personnages qui appartiennent à un vaisseau qui est du coup un vaisseau de la flotte de l'Exode. En fait, la flotte de l'Exode, c'est un groupe d'immenses, mais vraiment de très très grands vaisseaux spatiaux qu'ont construit les humains avant de devoir quitter la Terre un peu en catastrophe parce que la Terre est devenue inhabitable. Et en fait, à bord des vaisseaux qui composent donc la flotte de l'Exode, il y a un modèle politique assez particulier qui est fondé sur une espèce de modèle communiste où en fait il y a énormément de partage, d'entraide, c'est vraiment un modèle de vie qui est très tourné vers la communauté et vers l'autre. Et en fait au début du roman on va suivre un jeune homme qui a grandi assez seul, qui est orphelin, qui a grandi sur une planète un peu triste où il vivait dans la pauvreté, il était obligé de travailler à l'usine, enfin bref, il avait vraiment une vie pourrie et lui il a toujours rêvé en fait de s'intégrer dans une communauté, de trouver une famille, de se sentir protégé, de se sentir à sa place en fait. Et en fait du coup il va rejoindre la flotte de l'Exode en espérant justement trouver ce qu'il a toujours voulu, c'est-à-dire une famille, une communauté. Mais en fait ça va être beaucoup plus compliqué que prévu puisqu'il va se retrouver confronté à des différences culturelles assez énormes et du coup il va falloir qu'il apprenne à dépasser ça, donc autant lui de son côté mais aussi également du côté des Exodiens. Donc voilà pour les résumés, comme vous avez pu le constater, on est parti sur des intrigues incroyables en fait. Il y a bien une intrigue dans chaque tome, mais c'est une intrigue qui à chaque fois est vraiment minime et qui est en fait plutôt prétextuelle au reste, en fait, qui est plutôt prétextuelle à nous faire rencontrer des personnages, à nous faire découvrir tel ou tel endroit, à nous faire découvrir telle facette de cet univers. Vraiment, c'est pas des romans avec une tension dramatique incroyable, avec du suspense, avec énormément de péripéties, avec de l'épique et tout, même si parfois il y en a, hein, c'est pas des romans où il se passe rien, où on s'ennuie. C'est juste qu'en fait, c'est plutôt des romans pour nous faire voyager à travers l'espace, à travers le temps, à travers l'histoire. C'est vraiment des romans pour nous faire rencontrer des personnages, rencontrer des communautés et nous raconter des histoires en fait, mais pas des grandes histoires pleines de péripéties, plutôt pas des histoires extraordinaires, mais plutôt des histoires humaines en fait, des histoires à taille humaine. Alors voilà, comme je le disais, il se passe pas rien non plus en fait dans ces livres, on rencontre des personnages, les personnages vont faire des rencontres, vont faire face à des choix, à des décisions, vont faire face à des drames. C'est juste que globalement en fait, pour le dire en 2 mots, c'est pas des romans d'aventure. Donc si vous vous attendez en lisant Becky Chambers à lire des romans d'aventure dans l'espace, enfin du space opéra assez classique avec avec des combats dans l'espace, avec de l'aventure dans l'espace, c'est pas ça que vous aurez, c'est du space opéra, mais c'est un peu twisté, et on en parlera plus tard, c'est pas des romans d'aventure. Donc voilà, Becky Chambers, elle a une approche différente, son approche c'est plutôt de faire du roman... un peu du roman psychologique, mais avec vraiment une forte dimension roman, avec une dimension sociale et anthropologique vraiment très forte. En fait, Becky Chambers, avec ses romans, elle veut nous raconter des histoires, mais elle veut surtout nous parler de coutumes, de culture, elle veut nous faire rencontrer ces peuples extraterrestres qu'elle a imaginés et nous faire découvrir leur façon de vivre en fait, parce qu'elle va... Mais qu'est-ce qu'il a ce chat? Mais c'est pas possible. En fait, elle veut nous parler de comment sont organisées les communautés de ces différentes espèces, de comment ils vivent, de comment ils élèvent leurs enfants, de comment ils tombent amoureux, de comment ils forment des amitiés, comment ils communiquent. En fait, Becky Chambers, ça veut nous parler d'enjeux humains, mais en nous parlant d'extraterrestres, parce qu'en fait, globalement, son idée, c'est de nous parler de faits de société actuels, donc par exemple, la question du mariage pour tous, la question de l'homoparentalité, les questions de communication, de vivre ensemble, bref, tout un tas de choses comme ça, et en fait, elle va refléter toutes ces questions de société-là dans son univers de science-fiction, en projetant ces questions-là dans les coutumes et les cultures de peuples imaginés qui sont du coup très loin de nous mais qui nous ressemblent également énormément. En fait, quand on lit Becky Chambers et qu'on voyage avec elle à travers l'univers, c'est comme si on voyageait dans le monde en fait et qu'on découvrait d'autres peuples, d'autres cultures, d'autres coutumes. Je dis tout le temps culture, coutume et tout,
mais c'est parce que c'est vraiment le fond en fait des livres de Becky Chambers, donc voilà. Alors maintenant pour vous parler un petit peu de l'univers de la trilogie, donc du coup c'est cet univers dans l'espace, dans le futur, avec cette union galactique, en fait c'est un univers qu'on apprend à découvrir au fur et à mesure des tomes, puisque chaque tome va nous parler plus spécifiquement d'une facette de cet univers. Par exemple le tome 1, on va notamment beaucoup parler des enjeux politiques à l'intérieur de l'Union Galactique. Dans le tome 2, on va beaucoup parler des techs, en fait, des personnes qui s'intéressent à la technologie. On va beaucoup parler d'intelligence artificielle. Dans le tome 3, on va beaucoup parler du coup de la flotte de l'Exode et de l'histoire de l'humanité. Et en fait, en avançant dans les tomes, on va découvrir de plus en plus de choses de l'univers. On va apprendre en fait à découvrir l'histoire de cet univers en découvrant l'histoire des peuples qu'il compose. Et notamment, on va découvrir l'histoire humaine dans cet univers, parce que l'humanité a un parcours assez intéressant dans cet univers. En fait, l'humanité s'est divisée en deux grands groupes au moment où la Terre est devenue totalement inhabitable, en fait, parce que l'humanité a détruit la Terre. En fait, au moment de quitter la Terre, les humains ont eu deux choix. Donc soit ils partaient avec la flotte de l'Exode dans des immenses vaisseaux spatiaux, soit ils rejoignaient la communauté humaine sur Mars et ils devenaient donc des Soliens ou des Martiens. En fait, il y a les deux termes. Et en fait, cette division de l'humanité, ça va diviser son histoire en deux, parce qu'en fait, chaque peuple, les Exodiens ou les Martiens, va du coup avoir des différences culturelles assez fortes et ils vont évoluer de manière différente. Donc voilà, c'est assez intéressant l'histoire de l'humanité dans cet univers. Et en fait, au sein de l'Union Galactique, l'humanité elle a une place assez intéressante que je trouve assez originale, parce qu'au lieu de montrer les humains comme des conquérants, enfin souvent dans le space opéra en science-fiction, les humains sont une des grandes puissances de l'univers et du coup ils participent activement à conquérir l'univers galactique. Et en fait, Becky Chambers a fait un choix un peu différent. Elle place les humains plutôt dans une position d'infériorité, enfin clairement ils sont pas conquérants du tout. Ils ont réussi à survivre uniquement grâce à l'aide des autres espèces et en fait ils ont intégré l'Union Galactique uniquement globalement parce qu'on a eu pitié d'eux et qu'on a voulu les sauver. Mais voilà, les humains c'est vraiment ils sont vraiment en bas de l'échelle des espèces extraterrestres de l'Union Galactique. Sur l'Union Galactique et l'univers créé par Becky Chambers, il y a vraiment énormément de choses à découvrir. Elle y va pas de manière bourrine en fait, elle nous fait découvrir les choses en nous faisant traverser certaines planètes, en nous faisant rencontrer certains personnages. Et en fait c'est comme si on glanait des informations en se baladant dans cet univers auprès de ces personnages, et du coup on découvrait un petit peu on découvre un peu la grande histoire. Et c'est vrai que c'est assez fascinant et que moi vraiment j'adore cette démarche et j'adore cette impression en fait moi-même de découvrir, enfin d'arriver sur une nouvelle planète et de découvrir des choses en rencontrant des gens et en allant à certains endroits, un peu comme un jeu vidéo, vous savez. Après moi je joue pas trop aux jeux vidéo, mais j'ai l'impression que vous savez il y a des jeux vidéo qui sont un petit peu comme ça où on se balade et du coup on rassemble un petit peu les pièces du puzzle. Et je trouve que les livres de Becky Chambers sur la construction de l'univers, ça fonctionne un peu comme ça aussi. Alors ensuite, les thèmes principaux de l'œuvre de Becky Chambers, je pense qu'à ce stade de la vidéo vous avez compris un petit peu l'approche de Becky Chambers, qui est vraiment très axée sur la dimension sociale, la dimension humaine et anthropologique. Et du coup on va beaucoup parler de relations humaines, donc du coup d'amour, de fraternité, d'amitié, mais on va également beaucoup parler voilà, des différentes cultures, des différentes coutumes, de différents faits de société. Et voilà, c'est très intéressant, on parle beaucoup d'histoire, on parle beaucoup de choses comme le devoir de mémoire, ou enfin voilà, il y a plein de sujets comme ça. Mais pour moi, le sujet principal de l'œuvre de Becky Chambers, vraiment le sujet qui rallie tous les autres sujets, et en fait j'ai l'impression que tout ce qui est dit, ça vient alimenter cette grande idée-là et ce grand thème-là. Et pour moi, ce grand thème-là, c'est vraiment la communauté. Et Becky Chambers, pour moi, dans ses livres, elle pose vraiment les questions de comment trouver sa place dans la communauté, dans une communauté, comment fonder une communauté, comment la faire fonctionner, comment voilà, dépasser la différence et les conflits les uns avec les autres pour créer une communauté soudée, et avec quelles règles et avec quelles valeurs, etc. Et vraiment, voilà, pour moi, ces livres, ils parlent de ça. Donc voilà, après, il y a sûrement plein d'autres choses et sûrement que plein d'autres personnes auront une approche différente. Mais vraiment, moi, je les lis comme des livres qui parlent voilà, de la communauté. Et pour moi, dans ces livres, en fait, elle propose plusieurs modèles de communauté qui fonctionnent, dont la clé de voûte de ces communautés, en fait, la manière dont elles fonctionnent, c'est en fait grâce à la tolérance et au partage. Et du coup, ces deux valeurs, donc la tolérance et le partage, de mon point de vue, c'est vraiment les deux valeurs qui font fonctionner les communautés dans l'œuvre de Becky Chambers. Ensuite, pour parler un petit peu du genre de SF que propose Becky Chambers, en fait, je pense que ce qui est intéressant, c'est de souligner que c'est une SF qui est un petit peu hybride, puisqu'on va avoir tendance à le classer dans du space opéra, mais les amateurs du space opéra vont pas forcément trouver ça très à leur goût, parce que c'est un space opéra un peu détourné en fait. C'est du space opéra dans le sens où du coup on est dans l'espace, on va voyager dans l'espace, on va rencontrer d'autres peuples, on va nous parler notamment de l'espace et des sciences de l'espace, donc astrophysique, cosmologie,
machin, tout ça. Mais c'est vrai que le propos scientifique est assez ténu, il n'est pas franchement très développé et qu'on n'a pas de... On n'a pas les schémas narratifs assez typiques du space opéra, donc les combats interstellaires ou les guerres entre espèces. Et c'est de la SF qui n'est pas que space opéra, c'est également de la soft SF. Donc du coup, la soft SF, c'est quand on fait de la science-fiction qui s'appuie notamment sur les sciences sociales, donc tout ce qui va être sciences économiques, sciences politiques, sciences sociales, enfin bref, tout ça. Mais je pense que vous aurez compris avec le début de vidéo que c'est vraiment les sujets de prédilection de Becky Chambers. Et là, je trouve où est l'originalité de la science-fiction de Becky Chambers, c'est qu'en plus d'être des romans de space opéra et des romans de soft SF, c'est aussi des romans feel good en fait. Enfin vraiment pour moi ces romans ils ont les caractéristiques principales de ce genre là. Puisqu'en fait c'est vraiment des romans qui sont là pour nous faire du bien, pour partager des bons sentiments. C'est des romans dont les thématiques sont assez des thématiques assez récurrentes des romans feel good puisqu'on va, on va avoir un attachement particulier à parler des relations humaines, notamment des relations amoureuses, des relations amicales. Donc voilà c'est des romans qui sont pleins de bienveillance, de bons sentiments, de tolérance, de bonnes ondes en fait. C'est des romans qui sont vraiment pleins d'une vision positive. Et cet aspect hybride de la science-fiction et des romans de Becky Chambers, je pense que ça explique une grande partie des critiques qu'on a pu faire à son égard, puisqu'en fait, pour les amateurs du genre, c'est du space opéra, mais pas trop, parce qu'en fait, il n'y a pas assez de science et il y a trop de sentiments, et pour les amateurs de soft SF, voilà, c'est ça, il y a de l'analyse politique, mais il y a trop de sentiments, et il y a une vision peut-être que eux ils considèrent un peu naïve ou un petit peu superficielle. Donc voilà, je pense en fait c'est ce côté feel good qui vient twister les autres sous-catégories, les autres sous-genres, qui fait que certaines personnes s'y retrouvent pas du tout, mais qui fait également que des personnes qui n'ont jamais lu de science-fiction, qui sont vraiment très très loin de la science-fiction, peuvent totalement y trouver leur compte en fait. Et cet aspect feel good des romans, je pense que c'est justement l'aspect qui m'a le plus plu, qui m'a vraiment charmé dans l'univers de Becky Chambers et qui me fait autant passer des bons moments de lecture parce qu'en fait on est tellement bien dans ces romans, en fait on est tellement dans une bulle de bienveillance que voilà, on n'a pas envie de les quitter, on est vraiment bien dans ces romans, c'est des romans qui font du bien. Cet aspect feel good, ça lui a également valu énormément de critiques comme quoi elle était trop naïve, que ces romans ils étaient superficiels, que voilà, c'était trop naïf en fait et que c'était niais en fait, que c'était presque niaiseux et gnangnan. Et je voudrais justement répondre un petit peu à ces critiques sur la naïveté parce que je peux vraiment les entendre. Clairement, je pense que si vous êtes quelqu'un de très cynique et que vraiment vous êtes allergique aux bons sentiments ou alors que vous êtes allergique aux idéaux de gauche, vous allez pas aimer les romans de Becky Chambers et c'est sûr vous allez les trouver trop naïfs, vous allez les trouver, voilà, vous allez pas aimer. Clairement, vous passerez pas un bon moment, mais moi personnellement, je trouve pas que ça soit particulièrement naïf en fait. Je pense que il y a un aspect naïf, mais qu'en fait c'est un peu une illusion et que c'est quelque chose qui est construit dans le roman et que c'est pas l'autrice n'est pas naïve en fait. Je pense vraiment pas que Becky Chambers soit naïve et qu'elle ait une vision oui ou bisounours du monde. Au contraire, je pense qu'elle a une analyse politique des choses assez fines, mais qu'elle prend des partis pris dans son œuvre. En fait, je pense que s'il y a beaucoup de bienveillance, beaucoup de tolérance dans les romans de Becky Chambers, qui crée du coup cette impression de naïveté et de tout est trop beau, tout est trop bien, c'est parce qu'en fait l'autrice prend le parti pris de montrer la communauté comme un moyen de trouver le bonheur et la paix, et comme justement les personnages qu'on suit s'intègrent à des communautés et font partie de communautés, forcément nous en tant que lecteurs on se retrouve un petit peu pris dans cette bulle de bienveillance et de tolérance que partagent les personnages. Et en fait à partir de là on peut encore retourner le problème en disant oui mais du coup c'est naïf de penser que les personnages vont être aussi bienveillants et aussi tolérants les uns avec les autres, que des personnages aussi différents vont aussi bien s'entendre et créer des communautés qui s'entendent aussi bien. Alors déjà il y a des difficultés quand même à s'entendre dans la communauté et justement les personnages parlent de ça, ils parlent de comment surmonter les différences et tout, mais je pense surtout que la tolérance et la bienveillance des personnages c'est quelque chose qui est pas c'est pas un caprice de Becky Chambers en fait. Elle s'est pas dit tiens mes personnages je vais tous les faire super sympas, super tolérants. Non en fait justement cette caractéristique des personnages, la tolérance qui est quand même une valeur fondamentale assez partagée par les personnages des livres, c'est quelque chose qui est construit historiquement et sociologiquement à l'intérieur de l'œuvre. C'est parce qu'en fait on est très très loin dans l'histoire de l'humanité et des autres espèces intelligentes et du coup tous les peuples et toutes les espèces intelligentes ont déjà dû faire énormément d'efforts pour s'intégrer et pour réussir à vivre ensemble, pour éviter tout un tas de guerres très destructrices. Et du coup forcément en plusieurs milliers d'années tout le monde a eu le temps de mettre un peu d'eau dans son vin et d'apprendre à accepter les différences de l'autre. Ensuite concernant l'univers lui-même de la trilogie, là encore je le trouve pas particulièrement naïf en fait. Becky Chambers elle nous parle d'un univers qui est quand même assez cruel, qui est assez difficile, où elle va nous parler de guerre, elle va nous parler de génocide, elle va nous parler de clones, elle va nous parler d'esclavage des enfants, elle va nous parler voilà d'extrême pauvreté, de ravage du capitalisme, de la destruction de certains écosystèmes et de la planète, enfin vraiment elle nous parle de choses qui sont
pas du tout positives, qui sont pas franchement... Voilà, franchement c'est pas un univers que je pourrais qualifier de naïf. Clairement tout ne va pas bien dans cet univers, loin de là. Je pense que vous aurez compris que chez Becky Chambers il y a une très forte dimension politique puisqu'elle nous parle énormément de faits de société, qu'elle nous parle énormément de communauté. Dans ses romans elle laisse transparaître vraiment, mais très très clairement, c'est même pas transparaître en fait. Elle laisse éclater au grand jour des idéaux de gauche. Après moi je trouve que c'est pas fait de manière bourrine en fait. C'est assez évident en fait dans son œuvre, enfin clairement je trouve ça difficile de passer à côté, mais c'est pas bourrin en fait, c'est juste voilà, c'est juste omniprésent. Elle va pas du tout faire comme Alain Damasio par exemple, elle va pas nous tartiner des pages et des pages de théorie politique. Par contre elle va montrer par l'exemple tout un tas de voilà de choses, et en fait on va assez vite comprendre qu'il y a un modèle positif et un modèle négatif. Elle fait également dans son œuvre l'apologie d'une espèce de forme de communisme entre communisme et communalisme libertaire. Et du coup maintenant on va pouvoir terminer sur ce que c'est que la SF positive, parce qu'en fait la SF positive c'est une nouvelle catégorie de SF que personnellement je connaissais pas du tout, et d'ailleurs avant de le voir écrit sur la 4ème de couverture de Apprenti par bonheur, j'avais jamais entendu parler de, voilà, de ce genre de SF. Et du coup si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher vous-même sur internet, mais je trouve qu'il n'y a pas énormément de ressources et que d'ailleurs voilà, c'est pas très bien documenté, et d'ailleurs ce serait vraiment très cool si des chercheurs par exemple universitaires dans le milieu de la littérature de l'imaginaire pouvaient documenter un petit peu tout ça, parce qu'il y a sûrement tout un tas de choses en anglais, mais personnellement je lis pas l'anglais. Voilà, j'ai trouvé 2-3 trucs sur le solar punk et le hop punk qui sont du coup des sous-catégories d'après ce que j'ai compris de la SF positive, mais voilà, je trouve que c'est pas hyper bien documenté et que c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Alors du coup la SF positive en très gros, avant d'aller un peu dans le détail, c'est une science-fiction qui au lieu de nous proposer, enfin au lieu de nous montrer une vision un peu catastrophique de notre futur, va plutôt essayer de nous montrer une vision optimiste, une vision positive pardon, de ce futur. Alors en fait la SF positive vient prendre place au milieu de l'histoire du genre littéraire de la SF qui du coup comme on peut s'en douter est assez liée à l'histoire des sciences. Et du coup je pense que pour bien comprendre ce que c'est que la science-fiction positive, il faut un petit peu revenir au début de la SF. Alors au début de la science-fiction, quand la SF connaît son envol au cours du 19e siècle avec notamment les auteurs comme Jules Verne et H.G. Wells, on parle plutôt de merveilleux scientifiques, et en fait on est plutôt dans une période de positivisme scientifique, c'est-à-dire que les gens croyaient vraiment que la science allait aider l'humanité, allait nous faire énormément progresser, allait tout changer mais en bien en fait. C'était du coup voilà l'idée du positivisme scientifique. Ce positivisme scientifique va durer un certain temps, en fait il va durer jusqu'aux années 1970 et au New Wave, où en fait il va y avoir un retournement à la fois dans la science-fiction mais surtout voilà une manière différente de considérer la science, puisqu'en fait à partir de ce moment-là les gens vont commencer à être nettement plus technocritiques, ils vont commencer à remettre un petit peu en cause le progrès scientifique et ce qu'a causé le progrès scientifique dans nos sociétés. Et en fait on va voir de plus en plus apparaître des dystopies, des sociétés dystopiques, on va voir apparaître des univers de science-fiction où justement la science n'est plus un vecteur de positivité et d'optimisme. Et du coup à partir de là et jusqu'à maintenant on est plutôt dans un courant de la science-fiction où justement on a tendance à montrer des futurs assez angoissants pour l'humanité, des choses assez pessimistes, avec beaucoup de fiction apocalyptique, beaucoup de fiction dystopique. Et du coup c'est vrai que depuis quelques années la science-fiction c'est vraiment devenu l'endroit favori pour les lanceurs d'alerte, pour alerter les lecteurs et la population sur les dangers qui nous guettent en fait, les dangers pour notre futur. Et en fait pour expliquer pourquoi maintenant on est à nouveau sur un renversement, je vais vous citer Catherine Dufour, elle-même citée dans un article que je vous mettrai en barre d'infos. La science-fiction avait pour fonction d'alerter les époques fascinées par le progrès. Maintenant que tout le monde a très peur, elle doit prendre le contre-pied. Il y a un avenir à construire, même si pour le moment il a une gueule d'accident de voiture. Donc voilà, sacrée Catherine. Pendant longtemps, le but de la science-fiction, c'était de nous alerter, et maintenant on est tous très alertés. Je pense que c'est vraiment difficile en ouvrant les réseaux sociaux, en ouvrant les médias, de pas tomber sur quelque chose d'inquiétant, enfin quelque chose qui va nous alerter sur de potentiels problèmes pour l'avenir. Et du coup c'est pour ça que la science-fiction de Becky Chambers, et je pense et j'espère de tout un nouveau courant de science-fiction qui va, je l'espère, se développer assez prochainement, faudrait peut-être pas trop tarder, a plutôt pour ambition d'insuffler de l'espoir et d'invoquer des solutions, d'essayer d'être un lieu d'inspiration pour les lecteurs et un lieu d'inspiration pour la recherche scientifique. Un lieu justement d'optimisme et d'espoir pour l'avenir, et je pense que c'est vraiment ce que fait Becky Chambers. Alors la SF positive n'est pas là non plus pour nous leurrer et nous dire il va y avoir un miracle, une découverte scientifique. Vraiment la SF positive c'est pas pour nous dire il va y avoir un miracle qui va arranger tous nos problèmes. Par exemple Becky Chambers dans Les Voyageurs, la Terre a été détruite, la Terre n'est plus du tout habitable, mais en fait ça s'arrête pas là. Becky Chambers nous montre une humanité
qui survit malgré les difficultés et qui parvient à trouver un peu de paix en fait voilà après toutes ces erreurs et après toutes ces errances. Et c'est en fait le propos je pense de la science-fiction positive, c'est de montrer qu'il y a une lumière un peu au bout du tunnel. Mais voilà, alors du coup maintenant on va pouvoir conclure parce que je pense qu'on a fait le tour. Désolée, j'ai mes notes hein, parce que moi sur ce genre de vidéo, si je prends pas de notes, je suis perdue. Bon bah voilà, du coup j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné envie de découvrir Becky Chambers. Et puis voilà, du coup on va s'arrêter là. Je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à la semaine prochaine.